Alors j'avais envie de partager cette petite introduction aux outils pour aider les personnes autistes et non autistes à porter un masque. Alors, pas parce qu'elles le sont obligées, il y a une loi, elle doit être respectée. Les personnes autistes et les personnes en situation de handicap, plus généralement, ont le droit à l'école et dans tous les lieux publics à ne pas porter des masques, mais parce que ça peut permettre aussi aux personnes d'aller voir leurs grands-parents, de pouvoir effectivement aussi être protégés. Et protéger les autres, donc, puisque le but c'est quand même protéger les autres. Et donc c'est vrai que porter un masque aujourd'hui est quelque chose qu'il faut travailler, qu'on le veuille ou non. Donc pour cela, j'ai envisagé plusieurs façons, j'ai mis trois façons parce que j'aime beaucoup les plans en trois parties, ceux qui me suivent le savent. Mais effectivement, j'ai envisagé trois façons, trois outils qui vont nous permettre de comprendre comment aider l'enfant autiste ou l'adulte autiste à porter un masque. La première que même moi je fais aussi pour des petites choses, c'est le façonnement. Le façonnement, c'est une technique qui va être en fait le moyen d'obtenir quelque chose d'important tout en commençant par des étapes qui sont moins grandes, c'est-à-dire par des approximations. Par exemple, on va dire que on peut utiliser ça dans le cadre du pointage. On veut expliquer à l'enfant comment pointer son environnement pour qu'il ait une communication par rapport à son environnement. Au début, on va accepter, je sais pas moi, une main comme ça. Et puis peu à peu, on va exiger un pointage qui est très visible. De la même façon, on va pouvoir utiliser ce type de comportement, on va pouvoir utiliser ce type de pratique pour, par exemple, façonner un grain de riz et façonner, par exemple, 3 cuillères de riz. On veut que l'enfant puisse manger du riz. Ben, la première étape, ça va être peut-être simplement qu'il le mette dans l'assiette. La deuxième étape, c'est peut-être qu'il l'approche de sa bouche. Troisième étape, ça peut être qu'il mange un grain de riz, puis deux grains de riz, puis trois grains de riz, etc. Donc ça, si vous voulez, on a fait avec Mathilde une vidéo sur l'autisme et l'alimentation avec son point de vue très intéressant. Donc je vous encourage vraiment à la regarder. Mais vraiment, voilà, ça, c'est comme ça. Le façonnement, ça va être quelque chose qui va être autour d'un objectif plus long terme et des étapes qui vont être plus ou moins rapidement passées. Première étape, par exemple, pour porter le masque, tenir le masque dans ses mains. Deuxième étape, amener le masque vers le visage. Troisième étape, mettre le masque sur le visage. Donc mettre le masque sur le visage, c'est mettre le masque euh, comme ça, c'est juste ça. La personne euh, ne va pas mettre les élastiques. La troisième, ça va être monter un élastique, monter le deuxième, ensuite le garder un certain nombre de temps, par exemple une seule minute, puis 2 minutes, puis 3 minutes, puis 5 minutes, puis 10 minutes. Donc, au cours de ces étapes, on va faire ce qu'on appelle du renforcement. Le renforcement, c'est pas simplement, contrairement à ce que je peux lire trop souvent, donner des aliments quand l'enfant a fait ce qu'on attendait de lui. Non, non, c'est par exemple simplement l'encourager. Ça peut être effectivement aussi donner des choses, des activités, pourquoi pas des fois des renforçateurs alimentaires, mais il faut jamais que ça soit le seul. Voilà. Et ensuite, on va apprendre à généraliser. Qu'est-ce que c'est généraliser? C'est que les personnes autistes ont souvent des problématiques pour généraliser des pratiques. Elles vont faire une pratique à un endroit, mais elles ne le feront pas à un autre. On verra pourquoi, je préparerai un travail là-dessus. Donc il faut généraliser aussi bien dans les lieux, c'est-à-dire que si la personne sait tenir un masque 1 heure à la maison, il faut ensuite voir si elle arrive à le tenir 1 heure dehors. Enfin, dehors, ou plutôt dans un magasin, 1 heure à l'école. Donc vous voyez, ça peut être ces choses-là. Il faut savoir que ça paraît très compliqué et pourtant finalement, euh, par rapport aux enfants auprès desquels j'interviens, contrairement à ce que j'aurais pu penser au départ, beaucoup de personnes autistes, y compris entre guillemets
sévères arrivent à porter un masque de façon longue. Ça va dépendre aussi, et ça je pense que c'est important que vous le sachiez, ça va dépendre des sensorialités. Quelqu'un comme moi qui est hyposensoriel va avoir beaucoup moins de mal à porter un masque que quelqu'un qui est hypersensoriel au niveau tactile. C'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup de... Pour lui, un masque, ça va être comme peut-être des oursins sur le visage. Donc il faut vraiment faire la différence. Et c'est vrai que finalement, peut-être que la compréhension du besoin de masque va faire que la personne portera ou non le masque, mais c'est plutôt les sensorialités. Et du coup, finalement, le savoir si la personne a un QI très élevé ou plutôt la personne a une déficience intellectuelle associée ne présumera pas de sa capacité à porter un masque. Donc on va utiliser une autre façon de faire, c'est l'analyse de tâches, qu'on appelle aussi des fois le chaînage des tâches, hein, qui est en fait un ensemble de tâches séquentielles qui fait qu'à chaque fois qu'on finit la précédente, on doit aller vers la suivante. Donc il faut d'abord écrire toutes les tâches, comme on l'a fait juste avant, et puis ensuite, on va guider la personne à travers toutes les tâches. Et ça, c'est pas pour de la temporalité, c'est plutôt par exemple pour mettre le masque seulement. Hein. Là, on va juste apprendre à la personne comment elle peut mettre un masque. Et là, puisque on est dans la dimension sanitaire, j'ai pris comme exemple quelque chose qui est un peu en dehors du masque, mais qui est aussi dans ce versant sanitaire, c'est par exemple le fait de de se laver les mains. Alors, on va utiliser l'analyse de tâches plutôt quand on aura une séquence de tâches qui se ressemblent où qu'on soit. Se laver les mains, que ce soit à l'école ou à la maison, c'est, entre guillemets, grosso modo la même chose. C'est grosso modo. J'accompagne un enfant, ça s'est mal passé par exemple, il savait très bien se laver les mains à la maison, ça s'est très mal passé à l'école, parce qu'il a voulu faire exactement ce qu'il faisait à la maison, soulever pour mettre de l'eau. Sauf qu'à l'école, c'est pousser pour mettre de l'eau. Donc du coup, il a essayé de soulever, la VS n'a pas réagi, la VSH n'a pas réagi. Du coup, ça a fait un trouble du comportement, enfin un comportement défi qui a été problématique. Donc effectivement, d'où la nécessité aussi de généraliser. Donc, par exemple, on va détailler une chaîne de comportement, ici se laver les mains, ouvrir le robinet, régler la température, mettre les mains sous l'eau, etc. Donc ça va être un ensemble de comportements. Là, j'ai mis 15 étapes, mais effectivement, on pourrait mettre 20 étapes, on pourrait mettre 25, on pourrait mettre 35. Et du coup, en fonction de ça, on va guider la personne. Alors, on a plusieurs types de chaînage, on n'a développé que deux, mais bon, si on était en formation, je vous les développerais tous. Le chaînage arrière, c'est-à-dire qu'on va commencer par la dernière étape, qu'on va laisser en autonomie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, la personne, elle doit s'essuyer les mains. Tout le reste, on lui fait à sa place, un peu, hein, en la tenant, en la guidant. Le dernier, on doit faire s'essuyer les mains. Bon, soit on sait qu'elle est plus ou moins autonome sur ce type de choses. Donc on va simplement lui montrer, je sais pas moi, le torchon où elle doit s'essuyer les mains, et du coup elle va s'essuyer les mains. Soit au contraire, on sait qu'elle n'est pas autonome, donc là on va d'abord guider physiquement pour qu'elle s'essuie les mains, hein, et puis peu à peu on va relâcher sa guidance, c'est-à-dire qu'on va simplement la positionner vers le torchon, puis on va simplement lui pointer le torchon, et peu à peu pour la mettre en autonomie. Sachant que quand on fait ça, c'est pas pour forcer la personne à être autonome, c'est pour la guider. Dans l'autisme, on a ce qu'on appelle, et ailleurs que dans l'autisme, des troubles des fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, par exemple, on a la planification. C'est par exemple simplement on a une tâche complexe, comme ici se laver les mains, savoir quelle étape il faut mettre en place pour se laver les mains. Vous voyez, il y a beaucoup d'étapes. De la même façon,
faire une soupe, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, commencer par éplucher les légumes, il faut les mettre dans l'eau, les faire chauffer, puis passer au presse, retirer peut-être de l'eau, passer au presse purée, etc. D'ailleurs, oui, à 35 ans, je ne savais pas éplucher une pomme, mais aujourd'hui, je sais faire une soupe. Donc, rien n'est, il n'y a pas de fatalité. Mais voilà, pour vous dire que, effectivement, ça, ces fonctions exécutives, elles sont souvent déficitaires dans l'autisme. Et ça explique pourquoi on va faire ce chaînage. Et ça explique aussi pourquoi des fois on utilise des chaînages visuels où on a toutes les étapes qui sont mises les unes derrière les autres pour que la personne puisse se souvenir comment on fait, par exemple, pour chaîner, pour faire, je sais pas moi, pour se laver les mains. Mais on n'est pas obligé de faire que des étapes d'autonomie. Nous, par exemple, avec un enfant, on va faire des scripts de dessin. Par exemple, faire une maison. On va mettre d'abord le carré, puis le triangle, et du coup, on fait un petit recueil de scripts qui va permettre de dessiner. Donc voilà, quand on fait le chaînage arrière, on commence, rien n'est indépendant, puis peu à peu, on va faire de l'autonomie à la fin. Puis après, il y a encore un peu d'autonomie, un peu plus, puis un peu plus, pour arriver vers une indépendance totale. C'est toujours le but. Le but, c'est effectivement que la personne, elle soit autonome. Donc, en bout de chaîne, on va renforcer. Encore une fois, le renforçateur ne se limite pas au renforçateur alimentaire, je le précise bien parce que c'est des fois pas compris. Je développe un autre chaînage, c'est le chaînage total. Le chaînage total, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va apprendre en même temps toutes les étapes. Pourquoi on va faire ça? On va partir souvent sur des personnes qui ont un certain niveau, peut-être qui sont indépendants sur certaines étapes. Par exemple, il y a des personnes qui vont euh, effectivement, par exemple, être capables de, je sais pas moi, se laver les mains. Elles vont être capables d'ouvrir le robinet. C'est quand même, si elles sont autonomes sur ce principe-là, ça serait complètement ridicule de chaîner cette étape-là. Donc on va prendre celle-là, on la mettra en indépendante. Si elle sait par exemple prendre le savon dans les mains toute seule, bah, on va la mettre en indépendante. Si au contraire, par exemple, elles ont besoin d'une guidance physique pour ouvrir le robinet d'eau chaude, bah, voilà, là on va l'aider. Donc ça, c'est le chaînage. On va l'utiliser, alors même pour par exemple poser un masque, on va choisir aussi le chaînage en fonction de la capacité de la personne et aussi en fonction de la pratique. Par exemple, si par exemple mettre un masque, la dernière étape c'est mettre le dernier élastique, et effectivement c'est quand même quelque chose qui est compliqué. Donc moi je ne ferai pas du chaînage arrière sur mettre un masque. Alors, parce que ça va être du chaînage qui va être compliqué. Maintenant, à chacun de voir aussi en fonction de l'enfant et de sa capacité et de ses capacités, s'il arrive déjà à faire des choses, s'il n'arrive pas du tout à faire des choses. Voilà. Sachant qu'aussi on peut faire pour des enfants qui ont une attention conjointe assez forte, du modeling, c'est-à-dire qu'on va leur montrer comment faire et peut-être qu'ils vont y arriver. On verra à la fin, j'ai prévu une vidéo, vous montrer, vous expliquer ce que c'est que le vidéo modeling. On peut aussi utiliser des scénarios avec images. Alors, j'appelle pas ça des scénarios sociaux, et je vais expliquer pourquoi, parce que les scénarios sociaux, ils respectent vraiment un protocole. Normalement, il y a des phrases descriptives, il y a des phrases coopératives, bon, ce qui n'est pas le cas ici. Par contre, ce genre de scénario peut aider les personnes autistes, notamment avec un certain niveau de compréhension, ou plutôt âgées, à savoir pourquoi on porte un masque, comment porter un masque, dans quelles circonstances et ce qu'on attend d'elle. Ça peut servir effectivement à différentes options. Donc ça peut être très intéressant, les scénarios sociaux, enfin scénarios avec image ou les scénarios vraiment sociaux, pour, aussi pour des situations sociales. Alors là, j'en parle vite fait, je voulais expliquer un peu les outils, je voulais pas parler que de masques, je voulais profiter de la situation sanitaire pour développer des outils. Donc les scénarios sociaux, ça permet par exemple à la personne de savoir comment se comporter quand elle va à la piscine. La première fois qu'on va à la piscine, on est perdu. Et même moi, là, que j'y suis retourné après 15 ans,
où je n'avais pas allé, où je n'étais, enfin depuis la terminale, où je n'étais quasiment pas allé à la piscine. Savoir par exemple qu'il faut aller dans un vestiaire, comment faire, etc. Ça peut mettre quelqu'un en grosse difficulté, y compris des personnes autistes qui ont un certain niveau de fonctionnement. Donc savoir simplement ce qui va se passer, ce qu'on peut attendre, ce qu'on doit demander, ça peut être quelque chose qui va être intéressant pour des personnes autistes ou des personnes typiques qui font une nouvelle activité. Si je vous plaçais, je sais pas, au Japon, dans un restaurant, il y a peut-être des choses qu'on ne fait pas et d'autres qu'on fait, des choses que vous pouvez demander. Du coup, avoir un scénario social pour comment se comporter au repas, dans un repas au Japon, ça serait très très intéressant. Donc on s'assure aussi que la personne a bien compris le scénario social, hein. Donc on peut partir là-dessus, mais on peut partir sur aussi que des dessins complexes. Et du coup, dans ce cas-là, il faudra lier l'activité du scénario social avec ce qui se passe, hein. Attention encore une erreur que j'avais nommée, je mettrai le lien, les erreurs fréquentes dans l'autisme. Le pictogramme n'est pas le langage de l'autisme. Des personnes, euh, des personnes qui ont des pictogrammes ne sont pas compréhensibles en soi par les personnes autistes. D'ailleurs, on voit des trucs complètement ineptes. On pourrait voir une croche pour demander de la musique. Est-ce que cette personne autiste a été confrontée à du solfège? Est-ce qu'elle a déjà vu des partitions musicales? Non. Donc, cette croche, elle l'associe à la musique parce qu'à chaque fois qu'elle l'a utilisée, elle va avoir de la musique. Si on avait mis à la place une chèvre, elle donnerait une chèvre pour avoir de la musique. C'est pas du tout. Donc, il faut arrêter. Et même quand ça vous paraît joli et explicite, la plupart des personnes autistes ne sont pas forcément dans le décryptage de cette image. Elles vont être plutôt dans l'associatif. Méfiez-vous. Des fois en plus, c'est très sociaux, les pictogrammes, oui, non, ou par exemple demande d'aide avec un point d'interrogation qui n'a aucun sens. Savoir que je peux demander de l'aide là que je fais une vidéo ou par exemple quand je me suis perdu, si je vois quelqu'un en escalier avec le pictogramme avec un escalier, je comprends pas. J'ai l'impression que je devrais demander de l'aide uniquement quand je suis dans l'escalier et que j'arrive pas à monter. Si je vois un point d'interrogation, si j'ai pas été confronté à la lecture, je comprends encore moins. Donc, méfiez-vous sur ces histoires de pictogramme. Le pictogramme, il s'associe à une activité, il s'associe à une pratique, il s'associe à un objet, mais c'est ça qui crée la valeur du pictogramme. Pas forcément l'image. Ça peut, mais ce n'est pas forcément ça. Enfin, aussi, quelque chose que je voulais expliquer, c'est les power cards. Les power cards, c'est une manière de partir sur l'intérêt spécifique de la personne, imaginons que ce soit les super-héros, et d'adresser une motivation sociale, une motivation à une pratique. Comme Superwoman, tu dois porter un masque. Alors, par exemple, on pourra utiliser ça aussi, par exemple, si l'enfant n'accepte pas de perdre. Alors, il y a d'autres façons de faire, on peut façonner la perte, mais on peut aussi, je vous expliquerai si ça intéresse, hein, n'hésitez pas à commenter en ce sens si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, mais on peut aussi on peut aussi adresser une habileté sociale à travers des power cards. Les power cards, c'est par exemple euh, comme Superwoman, imaginons que Superwoman, ce soit un personnage qu'il adore, tu dois porter le masque. Alors vous trouverez des masques pour Super Mario, vous pourrez trouver des choses comme ça, et ça vous permettra par exemple de partir de son intérêt restreint et de lui montrer que son héros préféré en fait. Alors là, c'est une power card très simple, mais on peut aller sur des power cards plus complexes selon le niveau. Et je vous mettrai le lien. Par exemple, imaginons que ce soit vous voulez façonner donc qu'il accepte de perdre, vous allez partir par exemple sur Cars, il aime bien Cars, Flash McQueen il lui arrive de perdre, et comme Flash McQueen, tu dois apprendre à perdre pour gagner plus tard en t'entraînant par exemple. Voilà, ce genre de choses. Et le dernier chose qu'on peut faire, c'est le vidéo modeling. Qu'est-ce que c'est le vidéo modeling? C'est soit elle-même qui se filme dans une pratique et ça peut l'aider simplement à mieux comprendre,
hein. Donc elle voit comment elle a fait, comment elle a mis le masque, et du coup on va partir là-dessus aussi pour lui montrer que la compétence lui est réalisable. Soit plus souvent, hein, ce qu'on appelle la vidéo prompting ou chaînage ou le vidéo modeling classique, c'est une vidéo qui va détailler plus ou moins par étapes une personne qui va être un père. Alors si c'est un enfant, bah, on prend un enfant souvent typique. Si c'est un enfant, si c'est un adulte, évidemment, on prendra un adulte, typique ou pas, hein, en même temps, on s'en fiche, hein. Et on va lui montrer comment elle met un masque et comment elle tient le masque. Alors là, par exemple, pour le masque, on va lui montrer comment elle se lave les mains. On va lui montrer comment elle se brosse les dents. Je vous mettrai des vidéos qui existent. Après, malheureusement, beaucoup de vidéo modélites sont en anglais. Donc moi, ce que je fais, hein, je vous avoue, c'est que je prends des vidéos YouTube, je les télécharge, je retire la bande son et je mets ma voix à la place. Donc voilà, ça c'est une façon de faire. Après, bon, idéalement, s'il y a des personnes qui veulent se lancer là-dedans, sur des enfants des enfants typiques qui mettent un masque, qui n'hésitent pas, moi je serais ravi de pouvoir partager ce type de vidéo. Donc voilà un peu les différentes options. On a le façonnement, le chaînage et tous les outils sociaux ou vidéo comme le vidéo modeling, les scénarios sociaux. Voilà, et il faut travailler avant tout aussi sur la motivation. Donc, n'hésitez pas à utiliser aussi les intérêts spécifiques de la personne, de prendre des masques en lien avec les intérêts spécifiques. Par exemple, il aime Minecraft, on prend un masque Minecraft, il aime Mario, on prend un masque Mario. Ça vous trouverez facilement sur Amazon ou sur des sites spécialisés. Il faut vraiment que le masque devienne quelque chose d'intéressant. Alors, j'avais vu pas mal de vidéos de mettre des masques sur les peluches. Si c'est quelque chose avec lequel il joue souvent, pourquoi pas, hein. Peut-être qu'il existe des Playmobil avec des masques, je n'en sais rien. Et c'est peut-être une demande à effectuer. Alors, il y a aussi cette partie-là, et en fait, j'en ai un petit peu parlé, mais je voudrais en parler un peu plus. Les masques n'ont pas les mêmes contraintes sensorielles. Par exemple, un masque qui va être avec des élastiques va forcément être plus rude au niveau des oreilles. Peut-être que pour un enfant autiste, il vaut mieux prendre un masque avec un nœud. Comme ça, on peut régler plus facilement la tension. On peut voir si le tissu ou le chirurgical est adapté à la personne autiste ciblée. Peut-être que le tissu est plus apprécié, peut-être le chirurgical au contraire. Moi, par exemple, je vais préférer des FFP2 parce que, en fait, comme je mâche beaucoup, j'ai souvent besoin enfin, j'ai tendance à mâcher n'importe quoi. Si j'ai un masque chirurgical, je vais avoir tendance à le mâcher. Donc, avec un FFP2, comme il a une forme canard, ça va être beaucoup plus pratique pour moi et ça va être beaucoup moins euh, invasif et ça risque d'être beaucoup moins déchiré par moi. Donc voilà, toujours réfléchir aux contraintes sensorielles. Pourquoi pas, je sais que c'est pas très euh, entre guillemets Covid-free, mais peut-être essayer plusieurs masques. Alors, dans un magasin, ça paraît un peu, on peut pas faire ça, mais par exemple, si vous avez plusieurs types de masques, essayez de voir s'il y a un masque qui est plus facilement accepté que les autres au niveau contrainte. Et pourquoi pas, si c'est pas le cas, vous pourrez trouver des tutoriels de masques qui sont un peu moins gênants et qui vous permettront en même temps d'avoir un masque pour cet enfant et d'avoir moins les menaces ou tentatives d'exclusion purement illégales de l'éducation nationale. Enfin, travailler autour du vidéo modeling, des scénarios. Il faut que vous-même vous portiez souvent un masque. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, pour que ça soit une habitude qui se prenne, porter un petit peu le masque à la maison. Hein, c'est pas du tout comme on peut entendre en ce moment dans nos médias, pas du tout pour éviter le virus, mais pour pouvoir montrer à l'enfant l'intérêt de porter du masque, que le masque c'est quelque chose, c'est un objet usuel qu'il doit avoir à côté de lui, donc que ce soit un adulte aussi. Alors, on ne peut pas faire le tour de toutes les possibilités, mais j'espère que là, vous voyez un peu les choses, hein. Bon, la prochaine fois, voilà, là, pour une fois, j'ai fait une vidéo un peu allongée, donc la prochaine fois, je pense que je ferai une vidéo sur la fatigue dans l'autisme, parce que
c'est quelque chose qui est assez présent. Mais en attendant, j'espère que vous aurez quelques pistes au moins pour travailler sur, euh, sur, euh, sur les masques et globalement, vous aurez compris l'intérêt de ces outils qui ne sont pas des outils entre guillemets de dressage, mais d'accompagnement vers l'autonomie. Une fois que la personne est en autonomie, il faut estomper chaque outil et il faut ensuite réduire les aides pour qu'elle puisse, elle, être en autonomie, ce qui va faciliter son bien-être. Et en tant que parent, plus vous aurez la capacité d'accompagner votre enfant, et plus celui-ci sera en capacité d'autodétermination. Merci à chacun et n'hésitez pas si vous avez des questions.